Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette rencontre, cette première rencontre de l'après-midi. Une rencontre pour laquelle on va essayer de se réchauffer un petit peu. On est dans un dimanche un peu frais ici à Vincennes. Alors on va faire quelques kilomètres un peu plus au sud pour aller venir se réchauffer au sud de l'Italie, au soleil de l'Italie. On va essayer de pouvoir retrouver par-delà les Alpes quelque chose qui nous emmène dans ce pays italien pour lesquels nous avons trois excellents écrivains qui vont pouvoir nous permettre d'y voyager. Avec eux, on va se demander comment va l'Italie, quelles sont les questions qui préoccupent le pays, où va l'Italie 2 ans après l'élection de Giorgia Meloni, et essayer de comprendre quelles sont les problématiques qui traversent l'État transalpin et en comment elles se reflètent dans sa production littéraire. C'est comme souvent en écoutant les écrivains qu'on trouve des réponses. Pour comprendre l'Italie, on s'est longtemps tourné vers les écrivains et les artistes, de Pier Paolo Pasolini à Nanni Moretti. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers nos invités qui ont la chance d'être là pour cette édition d'America. Je me tourne d'abord vers vous, Cristina Comencini, bonjour. Vous êtes réalisatrice, scénariste, écrivaine. On vous doit plus d'une quinzaine de films depuis 1989, dont Le plus beau jour de ma vie ou La bête dans le cœur. Mais depuis 30 ans, vous explorez aussi une œuvre littéraire riche, entamée avec Les pages arrachées et poursuivie avec des titres comme Quand la nuit, Quatre amours ou L'autre femme. En cette rentrée, vous publiez Hors champ, qui n'est pas publié chez Stock, dans une traduction de Béatrice Robert-Boissier, le récit du destin de 4 héroïnes à 4 moments de charnière de l'histoire, tressés avec des pans de votre propre vie. Vous pouvez l'applaudir pour pouvoir l'accueillir. À ma droite, Mario Desiati, bonjour. Vous êtes écrivain, poète et journaliste. Vous êtes entré en littérature il y a une vingtaine d'années en Italie, mais nous commençons tout juste à vous découvrir en France avec Les Irrésolus, traduit de l'italien par Roman Lafort chez Grasset, et Prix Strega en 2022. Le Prix Strega, c'est le plus prestigieux prix de la littérature italienne. C'est l'histoire de la relation complexe entre Francesco et Claudia, dont les parents ont une relation eux-mêmes adultère, à l'occasion de raconter une jeunesse dans les années 80 entre les Pouilles et Berlin. Et vous serez interprété cet après-midi par Anatole Ponce. Et enfin, j'ai le grand plaisir de retrouver Eri De Luca, l'un des écrivains italiens les plus appréciés en France, prix féminin en 2002 pour Monte di Dio, prix européen de littérature 2013, auteur d'une œuvre prolifique autour de thèmes comme l'art, l'engagement, la quête de spiritualité, la migration, la montagne aussi. Ces romans, vous connaissez leurs titres, Trois chevaux, Impossible, Jour avant le bonheur, Le poids du papillon et tant d'autres. Et vous venez de publier Les règles du Mikado chez Gallimard, traduit par Danielle Valin, votre traductrice de toujours, l'histoire de la rencontre entre un vieil horloger et une jeune tzigane. Bonjour, Eri De Luca. Alors, pour parler de l'Italie, j'ai presque envie de vous reprendre ces mots que j'avais dans mon introduction, de cette idée que c'était vers les artistes, vers les écrivains, qu'il fallait se tourner pour comprendre la réalité politique et sociale d'un pays. Et j'avais envie d'abord de savoir si pour vous, cette intuition qu'on partage tous, qu'on essaie de véhiculer souvent dans le journalisme, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est légitime? Est-ce que c'est véritablement vers les écrivains, vers les artistes, qu'on a raison de se tourner pour essayer de comprendre la réalité d'un pays? Alors, Cristina Comencini, par exemple. Le rapport entre... On n'entend pas très bien ici parce que ça, je pense, mais je pense avoir compris. Donc, s'il y a un rapport entre ce que je fais, la littérature, et mon pays, disons, énorme, totalement. C'est, premièrement, parce que j'ai été toujours engagée dans la politique et dans la politique des femmes en particulier. C'est ça qui m'a engagée beaucoup, mais aussi parce que mes romans, je pense, ce sont des histoires de personnes, de personnages, mais ils ont derrière toujours des choses plus grandes que ces personnages, je dirais l'histoire. Ça pourrait être dans les années 70, ou bien, comme dans ce cas, 4 moments révolutionnaires. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter beaucoup les personnages dans leur contexte. Et donc, l'Italie, évidemment, beaucoup, toujours.
du point de vue des personnages, en essayant de mettre au devant le rapport entre les sentiments et la politique. Moi, je pense que raconter les sentiments des gens, leur situation, même individuelle, c'est faire de la politique. J'ai jamais conçu que la politique était seulement celle la plus, comme classiquement on l'entend. Je pense que raconter les difficultés, mais même le désir, l'envie de changement des gens, comment ils vivent, je pense que c'est faire de la politique. Moi, je l'entends comme ça, peut-être parce que j'ai fait plutôt la politique des femmes, qui part, comme on le savait, de nous-mêmes. Et donc, même dans la littérature, je pense que c'est ça. Je suis très intéressée à l'Italie et là, en ce moment en particulier. On va revenir ensuite sur ce moment particulier de l'histoire de l'Italie. Eri De Luca, de votre côté, est-ce que vous avez le sentiment, d'une part, que c'est vers les écrivains qu'il faut se tourner pour comprendre un pays, et est-ce que vous, votre propre production littéraire, vos romans, font de l'Italie non pas seulement un décor, mais une actrice, un thème littéraire de vos romans? D'abord, je suis régulièrement stupéfait que des Français s'intéressent à l'Italie. Parce que c'est peu intéressant pour moi, la situation politique italienne. Donc, je suis toujours ébloui de cette curiosité. Mais c'est une curiosité peut-être affectueuse pour quelques frères mineurs qui sont un peu mal élevés. Non? Oh, quand j'étais ouvrier en France, on m'appelait encore Rital, que c'était le terme dispregiatif pour les réfugiés italiens. Mais pour moi, c'était un terme affectueux. J'étais très Rital. Je ne m'irritais pas. Donc, je peux dire que je peux parler un peu comme paradigme de la situation napolitaine. D'abord, je suis ici dans un festival America en tant que napolitain. Parce que Naples était une ville américaine. Toute la 6e flotte des États-Unis était basée à Naples. Donc, il y avait des milliers de marins qui circulaient dans la ville et venaient purger leur abstinence alcoolique et sexuelle dans les rues de Naples. C'était un grand commerce. C'était une source majeure d'argent pour la ville. Et donc, c'était une ville, si un marin américain faisait un crime sur le sol à Napoli, répondait à la magistrature militaire américaine, pas à la magistrature italienne. Donc Naples, c'était une ville à côté, une espèce de Guantanamo local, Napoli italienne. Et donc j'ai quelques raisons personnelles pour être ici au Festival America. En plus, une petite raison personnelle, que ma grand-mère était américaine. Donc, c'est quelque chose, j'y rentre pour quelque chose. Mais le paradigme Naples m'explique bien quelque chose qui s'est produit sur échelle plus vaste en Italie. Naples avait cette soumission militaire américaine. Maintenant, il n'y en a plus. Ils sont partis. Et Naples est devenue une ville touristique. Tout le centre de Naples maintenant est plein de touristes, ce ne sont plus les touristes que les Napolitains. Il y a un change de présence, une substitution ethnique, on dit parfois, mais une substitution ethnique à horaire, ça dépend des horaires. Et donc ça c'est un peu le paradigme de l'Italie, est passé d'une soumission militaire à une soumission économique touristique. Ça dit quelque chose de l'évolution de Naples et peut-être de l'Italie en général. Mario Desiati, de votre côté, comment est-ce que vous voyez justement la place de l'Italie dans vos romans
Et est-ce que finalement c'est aussi vers les romanciers qu'il faut se tourner pour pouvoir comprendre un pays? Je suis italien aussi, Riri. E io sono un po' legato all'idea, forse per la mia origine pugliese, italiana, quindi un po' magnogreca, dello scrittore responsabile della memoria e del ritmo di una comunità, nel senso che la letteratura è nata per trasferire le storie, i valori di una comunità nel tempo attraverso il ritmo della lingua. Moi, je suis très lié, de par mes origines apuliennes, donc je viens des Pouilles, à cette idée que je suis un écrivain responsable de la mémoire et du mythe d'une communauté, parce que la littérature a toujours eu un peu cette fonction de véhiculer la mémoire d'une communauté à travers le rythme de la langue. Per questo la letteratura è nata con l'uomo e finché c'è l'uomo ci sarà la letteratura. Et la littérature est née avec l'homme, et depuis que l'homme est homme, il y a littérature. E riguardo a un paese, a una lingua, insomma, a dei confini, in realtà invece io mi sento un po' stretto, anzi mi sento minuscolo in questo, ma allo stesso tempo lontano, perché più che italiano mi sento proprio come i protagonisti delle Résolue. In italiano si dice spatriato, mi sento irrésolu, mi sento senza una patria. Et en ce qui concerne un pays, une langue, des frontières, moi dans tout ça je me sens assez à l'étroit, je me sens minuscule, je me sens distancé. Et quelque part, plus qu'italien, moi je me sens, comme le titre de mon livre, je me sens irrésolu, comme le titre de mon livre le dit en italien, spatriato, qui veut dire à la base sans patrie, voilà, différent, marginal. E vedo la mia patria, se proprio dovessi vederla, se dovessi vedere un luogo, questo luogo è il futuro. Et quand je regarde ma patrie, si je dois avoir un lieu, ce lieu c'est l'avenir. E penso che sia un po' la malattia degli scrittori, quella di lavorare con la memoria, però pensando al futuro. C'est ce que j'appelle la maladie des écrivains. On travaille sur la mémoire tout en pensant à l'avenir. C'est joli cette image, la maladie des écrivains. Je suis frappé de voir que quand je vous ai posé la question de savoir comment l'Italie transparaissait dans vos livres, Éric De Luca nous a parlé de Naples, vous nous avez parlé des Pouilles. Est-ce que ça veut dire qu'être italien, c'est d'abord et avant tout être de quelque part dans son pays, Cristina Comecini? Est-ce que ça veut dire que c'est un peu absurde de parler d'Italie et qu'en fait il faut parler des Italies et des différents paesi de l'Italie? Non, j'allais dire exactement ce que vous me posez comme question, que Harry a commencé par Naples, ville que j'adore puisque je me suis à moitié napolitaine. Il a parlé des Pouilles. Donc ça révèle exactement le problème italien. C'est-à-dire que le sentiment de l'Italie unie n'a pas été en nous. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un concept qu'a pris la droite dans notre pays. Moi, je suis née d'une mère napolitaine et d'un père lombard. Donc, je suis née à Rome. Et donc, j'ai le sentiment, à partir de la gauche, de l'Italie entière. Je pense aussi qu'avec les choses qui arrivent maintenant en Italie, le sentiment que le sud d'Italie, c'est l'Italie, comme le nord, c'est une position très importante. Mais évidemment, l'histoire de l'Italie montre la difficulté de ça. Parce que, comme dit Harry, le sud a été envahi, Naples a été envahi, il a eu beaucoup de domination, la dernière c'est l'américaine, mais il en a eu beaucoup d'autres avant. Donc, mais cette soumission, c'est un peu la chose que je trouve contre laquelle on doit quelque part s'engager. C'est-à-dire que je pense que le concept, surtout si on pense à ce qui arrive en Sicile, ce qui arrive au nord, la richesse de l'Italie, c'est l'énorme différence dans son territoire. Parce qu'on a la Sicile et les Dolomites. Et je pense que ça, c'est une richesse gigantesque. Sauf que les Italiens, mais je me mets dedans, je mets
ne le sentent pas vraiment encore comme ça. C'est plus les étrangers. Les Français le sentent beaucoup. Les Italiens ont cet fort attachement, qui est quelque chose aussi de bien, pour le lieu où ils sont nés, pour la culture des endroits. Ce qui est bien, et c'est évident, ça c'est l'histoire aussi des signories et des communes et tout ça. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est un concept fondamental, même pour la gauche. Voilà, je pense ça. Et De Luca, je me souviens que, puisqu'on parle de Naples, quand le club de Naples venait jouer à Milan dans les années 1980-1990, il était accueilli par des banderoles qui disaient « Bienvenue en Europe ». Est-ce que la division, justement la fracture italienne existe encore pour vous? Est-ce qu'il y a encore ces deux Italies, ou peut-être plus d'ailleurs, que 30 ans ou 40 ans après? Moins que ça. La division, c'est plus homogène l'Italie maintenant. Ça veut dire qu'on a la même quantité et qualité de déchets. Les décharges de Milan et de Naples sont très semblables. Mais reste le fait que nous étions, quand je parlais de la présence militaire américaine, la présence militaire américaine à Naples comme capitale de la présence militaire américaine dans la Méditerranée était là parce que l'Italie avait une importance militaire et politique stratégique dans la Méditerranée. Et donc la question politique italienne était au centre de l'attention mondiale parce que dans le monde partagé en deux, séparé en deux, le fait que l'Italie avait le plus fort parti communiste d'Occident et la plus enracinée gauche révolutionnaire d'Occident était un problème, était un vrai problème stratégique. Donc tout ça s'est terminé. Et donc de cette soumission à l'ordre et à la stratégie mondiale, l'Italie s'est réduite à une soumission économique à une Union européenne, qui est un grand passage positif pour l'avenir, mais pour le présent, mais qui rend heureusement insignifiante l'Italie. Est-ce que vous voulez dire aussi que vous parlez de la grande division politique qu'il y avait en Italie, avec, comme vous le rappelez, un parti communiste très important, une église très importante, des mouvements, on va dire, classés à l'extrême gauche très puissants, Lotta Continua, à laquelle vous avez participé. Est-ce que ça veut dire que ces très grandes fractures politiques qui étaient dans le passé, après la guerre, ont totalement disparu aujourd'hui ? Si, le XXe siècle est passé. Donc Naples est passé d'être une ville qui émigrée à une ville d'immigrés. C'est un passage épocal, non? Donc c'est une ville où les gamins que j'ai connus dans mon quartier étaient des gamins qui n'allaient pas à l'école, qui n'avaient pas de nourriture, qui n'avaient pas de médecine. Donc Naples avait la plus haute mortalité infantile d'Europe. Donc c'était une spécialité d'une ville du sud du monde. Non, rien de ça. Donc ça m'empêche physiquement et mentalement d'être nostalgique. Vous voulez réagir, Cristina Comencini? Non, je suis d'accord totalement. Je n'aime pas être nostalgique en général. Et je pense que les changements qui ont eu lieu, que Harry a décrits, ont été pas des changements seulement italiens, mais dans tout le monde, dans toute l'Europe, avec la chute du mur de Berlin. Donc ça a été un changement géopolitique total. Mais on voit bien maintenant, avec les guerres et tout ça, et même avec la situation italienne, que les choses mettent beaucoup de temps pour changer. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps. Et quand une chose arrive, après on voit pendant des décennies encore des résultats. Et je pense que, mais là, maintenant, je ne suis pas une politicienne, mais j'ai des idées. Je pense que la gauche italienne n'est jamais revenue par rapport à ce qu'elle a subi. C'est-à-dire qu'elle est restée là. Et donc, il n'y a jamais eu de proposition politique
vraiment forte pour rassembler. Même cette histoire qui a été une histoire grandiose, et il n'y a pas eu cet élan de dire qu'est-ce que devient aujourd'hui ça. Et donc à la fin, on se retrouve avec un gouvernement de droite. Et je dis ça même un peu pour la France quelque part, voilà. On va revenir, si vous voulez, je vous interrogerai tout à l'heure pour essayer de comprendre. C'est ce qui se passe en Italie avec une personnalité très à droite, une femme blonde qui dirige le pays. Mais peut-être je peux revenir un tout petit peu juste avant cela vers Mario Desiati, parce qu'on parle justement de cette fracture entre les Italies. Dans votre roman, Les Irrésolus, il y a justement cette confrontation entre les Pouilles d'un côté et puis Milan, le nord de l'Italie de l'autre. Est-ce que de votre côté, vous êtes né un peu plus tard que nos deux autres intervenants, en 1977, vous avez éprouvé cette fracture entre les Italiens, vous avez au contraire vu l'évolution qu'il y a pu y avoir vers une forme d'homogénéisation culturelle de l'Italie? Ma sono molto d'accordo con quello che è stato detto, cioè, esistono tantissime Italie, forse anche per un retaggio storico, e ovviamente dove caratterizzato, si parla sempre insomma di divisione nord-sud, ma per me è anche una divisione provincia-città molto, molto marcata, a volte addirittura maggiore di quella che c'è fra nord e sud. E poi ci sono tanti sud, tanti tipi di nord. Per esempio io ho scritto, cioè, quasi tutto quello che ho scritto nella mia vita parte spesso dalla Puglia. La Puglia è una terra di tantissime identità e dove ci sono passati tantissimi, cioè, pensate che ci sono delle zone in Puglia dove si parla ancora il provenzale come minoranza linguistica nel Gargano e lo si vede dai dialetti. Ci sono tantissimi dialetti, nello stesso mio paese ci sono 3 dialetti e fra campagna e centro se tu dici delle parole non ci capiamo, tipo la parola oliva, vi faccio sempre questo esempio perché è incredibile, cioè, a 2 chilometri da Martina Franca se oliva si dice ulia e a Martina Franca si dice lëg. Lui lo sa perché è bravissimo, ieri abbiamo fatto questa. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Il y a beaucoup d'Italie différentes, de par notre héritage historique bien sûr. Et effectivement, oui, nord-sud, ça existe, mais je ferai aussi une différence entre province et ville, entre campagne et ville, qui va parfois être même encore plus importante que cette différence entre sud et nord. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de sud différents, beaucoup de nord différents. Moi, j'ai écrit la plupart de mes romans, ça part des Pouilles. Les Pouilles, c'est aussi une terre qui a plusieurs identités, qui sont notamment linguistiques. Par exemple, dans mon village, il y a 3 dialectes. Et on ne va pas forcément se comprendre entre une partie du village si on est à la campagne ou si on est plutôt en ville. Je prends très souvent cet exemple de comment est-ce qu'on dit olive dans mon dialecte. Donc il y a une partie à la campagne où on dit olia et l'autre partie on dit lug. Et voilà, ça c'est un exemple qui montre à quel point 2 chilometri praticamente. On est à 2 km de différence. Et voilà. E questi, diciamo, un grande pensatore a cui io devo tantissimo, che si chiama Franco Cassano, e l'autore del Pensiero Meridiano, lui raccontava che quello che ha intuito più di tutti, che la Puglia aveva questa forma un po' di ponte fra le due, fra l'Occidente e l'Oriente, ci sono passati un po' tutti e tutti hanno lasciato qualcosa, e questo qualcosa è poi rimasto nell'anima insomma dei pugliesi, ed era un po' questa specie di innato cosmopolitismo che poi hanno anche i protagonisti di questo romanzo. Il y a un grand penseur qui est Franco Cassano, à qui je dois beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée méridienne, et il a eu cette idée de dire que la forme des Pouilles, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est le talon de la botte, pour lui c'était aussi un pont entre Orient et Occident, un pont d'un endroit où il y a eu beaucoup de passages et de brassages. Tout le monde est passé par là et tout le monde a un peu laissé une trace qui sont restés dans l'âme des Apuliens, et que j'appellerais une forme de cosmopolitisme intérieur, dont mes personnages sont un exemple assez parlant.
La question des migrations est en effet au cœur de ce roman, dans Les Irrésolus. Et c'est vrai que les Pouilles, si vous regardez sa position géographique dans la Méditerranée, sont en effet un lieu d'arrivée de nombreux migrants. Est-ce que cette question, aujourd'hui, fracture le pays, la question des migrations et des migrants, comme elle peut le faire dans d'autres pays, notamment la France? Noi l'abbiamo vissuta, insomma, un pugliese medio, ma anche la stragrande maggioranza di italiani è stato prima di tutto un popolo di emigranti e continuiamo a esserlo. Cioè, l'Italia insieme al Portogallo, e la Spagna e la Grecia è il paese da cui si va più via. Io negli anni ho anche scritto dei libri sull'immigrazione interna all'estero quasi della mia generazione, dei 30-40 anni, si parla di 1,5 milioni di italiani che sono andati via negli ultimi 15 anni. E però siamo anche terra di approdo dell'immigrazione. La Puglia fu la prima regione italiana in cui con la caduta del muro di Berlino ha vissuto questa immigrazione grazie agli albanesi, che 300.000 albanesi nel 1991 arrivarono in Puglia. Noi abbiamo avuto il nostro muro di Berlino, che era il canale d'Otranto, che in una notte Berlino si è mischiata e in 2 mesi la Puglia con l'Albania, io ritengo l'Albania un po' fratelli, cioè sono proprio i miei fratelli, anzi i fratelli d'oltremare, noi proprio ci somigliamo anche fisicamente, noi pugliesi, noi albanesi, ci capiamo anche senza parlare. Oui, l'Italie, ça a toujours été un peuple d'émigrants avant toute chose, encore aujourd'hui, avec le Portugal, l'Espagne et la Grèce. On est les pays qu'on quitte le plus en Europe. Moi, j'ai beaucoup écrit sur l'immigration tant interne à l'intérieur de l'Italie que externe, et on parle quand même de 1,5 million d'Italiens qui sont partis comme ça ces 10 dernières années. Mais on est aussi effectivement une terre d'accueil. Nous, on a effectivement eu notre propre chute du mur de Berlin. Après la chute du mur, les Albanais sont arrivés en masse en 91. On a accueilli 300 000 réfugiés albanais qui ont traversé la mer entre les Pouilles et l'Albanie. Et les Albanais, moi, c'est un peuple que je vois comme des frères d'outre-mer, un petit peu, quoi. On a même des ressemblances physiques qui sont que c'est des gens dont je me sens très proche. Éric De Luca, vous-même, vous avez fait de la question des migrations un thème dans plusieurs de vos romans. Dans plusieurs de vos romans, vous interrogez la question de l'accueil, la question de ces personnes qui vont permettre de pouvoir traverser aussi des frontières, traverser la montagne. Pourquoi est-ce que cette question est aussi présente dans vos romans? Parce que c'est le phénomène humain, social, politique majeur de notre époque. Mais que je pense que le XXe siècle a été le siècle numéro 1 des grandes émigrations et des grands déplacements des masses humaines sur la surface de la planète. Le deuxième siècle des grandes, énormes migrations est celui-là, avec une petite différence. Parce que nous pouvons prendre un bateau, payer un billet, même dans les cales de la 3e classe, et arriver quelque part, être accueilli. On descendait à Ellis Island, on nous faisait devenir citoyen américain avec un peu de poudre blanche sur la blouse. Et c'était absorbé. Dans les moments de pire refoulement de la part de l'Amérique, de 3% étaient refoulés, dans les pires moments de refoulement. Et par contre, maintenant, nous sommes contemporains du pire transport maritime de l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que même les esclaves, dans les bateaux qui les amenaient de l'Afrique aux Amériques, même eux voyageaient mieux, enchaînés comme ça, parce qu'elle était de la marchandise qui devait être vendue d'une manière rentable, d'une manière plutôt efficace sur le marché.
des Amériques. Et donc, ils étaient nourris et transportés. Par contre, maintenant, nous avons un transport maritime où les passagers payent en avance. Et donc, le transportateur n'a pas aucun intérêt à consigner la marchandise, parce qu'il s'agit toujours de marchandises. Donc, le corps humain est devenu, dans la Méditerranée, dans notre époque civilisée, la marchandise la plus efficace, la plus rentable à transporter sur la Méditerranée. Voilà, ça c'est notre spécialité du siècle II, des immenses déplacements des êtres humains, et nous sommes, malgré nous, devenus centrales dans ce phénomène décisif. Je pense que les générations futures, les siècles futurs, se souviendront plus des migrations que des guerres mondiales. Et est-ce que vous avez le sentiment que l'Italie, de ce point de vue, dans ce qui se joue actuellement en Méditerranée, est coupable de ne pas mettre en place les dispositifs pour accueillir les bateaux, ou est-ce que l'Italie est aussi victime du manque de solidarité, peut-être, des autres pays européens? Non, l'Italie, je fais une différence. Les gouvernements italiens sont coupables, mais sont coupables par impuissance. Donc leur impuissance s'acharne à essayer de limiter dans les pires manières le flux migratoire. Ils sont impuissants. Donc ils font des lois pour inciter à l'omission de secours. Si un bateau de navire sauvetage sauve des personnes dans le canal de Sicile, ils prétendent qu'ils vont décharger à Gênes, à Genova, non, le plus loin possible. C'est dommage que se termine là, la Méditerranée, sinon à Amsterdam. On pouvait, avec un canal jusqu'à Amsterdam. Donc, ça, c'est l'Italie des gouvernements. Impuissance et infamie de bas niveau. Eh bien, existe l'Italie qui fait le contraire, qui absorbe, qui accepte, qui aide. Ça, c'est le bénévolat italien est énorme, merveilleux. Je pense que c'est le plus répandu d'Europe. Donc, il y a cette autre Italie qui n'est pas question qui fait la souplance, mais qui fait exactement ce qu'il faut faire. Cristina Camencini, je voyais opiner du chef. Je peux dire une chose, que j'ai accepté de faire un film qui va sortir l'année prochaine, à partir d'un roman que peut-être vous avez lu, qui était Le Train des enfants. Alors, Le Train des enfants, et je l'ai fait pour des raisons politiques, parce que même les enfants, et surtout eux, peuvent raconter des histoires qui sont très fortes et qui peuvent mordre dans la politique. Alors, dans les 2 années où il y a eu, disons, la paix en Italie, parce qu'on a écrit la Constitution, après, il y a eu, comme on sait, la chassée de la gauche du gouvernement, et donc la guerre froide, et tout est fini. 2 années, jusqu'en 1947. L'Union des femmes italiennes du Parti communiste a organisé pour les enfants de Naples, qui mouraient de faim, parce que Naples a été la ville la plus bombardée, et aussi du Latium du Sud. Ils ont organisé des trains pour emmener ces enfants qui n'avaient pas de chaussures et qui ne mangeaient pas, dans les familles pas riches du tout, de la campagne de l'Emilia-Romagna, parce que là, c'était des familles engagées politiquement. Ils avaient connu la résistance et tout ça. Et l'Union Femmes Italienne avait organisé ça d'une façon impeccable, c'est-à-dire qu'ils leur donnaient les habits, ils leur donnaient les chaussures, ils les chargeaient sur les trains. Les dirigeants de l'Union Femmes Italienne étaient sur les trains pour emmener 500 enfants tous ensemble. Bon. Donc, cette chose, on peut la faire. On peut organiser, si ça devient le problème. Je parle, justement, Henri parle de l'Italie, mais en France, c'est la même chose, en Angleterre, c'est la même chose, et les autres pays européens les refusent tous. Donc, c'est une chose qu'on peut planifier. On peut la faire, on peut s'organiser, puisque là, ils n'avaient pas d'argent. Tous étaient pauvres, mais ils aidaient ça. Il faut seulement que les gouvernements prennent au premier lieu l'idée
qu'on peut faire ça, qu'il n'y a pas de peur, parce que la droite chevauche la peur des immigrations. Lors des immigrés, c'est rien par rapport à la population italienne. C'est un pourcentage qui n'existe pas. Et ça doit être au premier point d'une agenda, par exemple, de la gauche. Mais ce ne l'est pas. Parce que ce ne l'est pas. Évidemment, la gauche, elle n'a pas les idées de Salvini, mais elle n'a pas l'idée de comment organiser ça. Parce qu'on doit y penser, on doit le faire bien aussi. Parce que ce n'est pas de marchandises. C'est des êtres humains et des enfants qui meurent dans la mer. Et donc ça, c'est révoltant. Et moi, j'ai fait ce film pour dire, regardez, ils l'ont fait, on peut le faire. Il y avait des milliers d'enfants qui étaient déplacés. Donc on peut le faire. Simplement, je dis, on peut le faire. Cristina Comencini, vous évoquiez tout à l'heure le fait que l'une des principales questions qui était dans vos livres et dans vos films, c'était la place des femmes dans l'histoire italienne. Vous aviez notamment lancé un appel en 2011 pour une grande manifestation qui avait été vraiment un raz-de-marée populaire contre Berlusconi et l'image qu'il pouvait donner des femmes. C'était à l'époque des Bunga Bunga, qui est triste mémoire. Où en est l'Italie par rapport à la question des femmes? On sait que c'est une question qui préoccupe beaucoup la France aujourd'hui, vous devez le savoir. On a une actualité à la fois très triste et avec beaucoup de choses qui sont en train de bouger de ce point de vue-là sur la question des femmes et des violences à l'égard des femmes. Comment est-ce que l'Italie, dont on a l'image d'un pays assez macho, est-ce que la question féminine est en train d'évoluer ces dernières années, ces dernières décennies en Italie? L'Italie n'est pas un pays macho. C'est un pays où les femmes ont été sur les barricades toujours. Dans les années 70, le mouvement féministe en Italie a été énorme. Et je commence par dire que le mouvement des femmes et la politique des femmes dans le monde, même si en Iran, elle se baisse et puis elle revient, c'est la révolution qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. C'est la seule révolution, pour ce que je pense, qui dernièrement risque de réussir. Donc, l'Italie est debout sur ça. Et la manifestation, c'était contre Berlusconi, mais c'était aussi pour dire que les femmes sont le pays. C'est le 50% de la population. Donc, la façon dont on parle des femmes, dont on les raconte, qu'est-ce qu'elles sont, leur vie, c'est le pays. Et ça a été une manifestation qui a mis dans les rues 1 million de personnes dans toute l'Italie. Et les hommes étaient avec nous. Et je pense que pour moi, oui, en tant que femme, en tant qu'écrivaine, en tant que metteur en scène, pour moi, cette bataille, elle est fondamentale. Et ce n'est pas, comme on l'a vu, qu'il y ait des femmes exemplaires qui vont au pouvoir, parce qu'on en a une, elle est de droite. Je n'ai rien contre le fait qu'elle soit femme. J'ai contre que ça de droite. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est exactement que les femmes, toutes, elles puissent assumer dans la société et puissent venir dans la société pour porter leurs différences, ce qu'elles sont, leur vie, la maternité, tout ce qui est du domaine de choses qui ont été hors de la société. Et je pense que pour ça, tous les pays européens, l'Italie n'est pas derrière, pas du tout par rapport à la France. Elle est en arrière parce que les services français et le welfare français sur les femmes est beaucoup plus riche. Ça, c'est vrai. Mais la pensée sur ça, le fait que la société ne doit pas faire place aux femmes. La société doit changer parce que les femmes soient dedans. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une chose qui est fondamentale. Et là aussi, je devrais dire que la gauche n'a pas vraiment compris que cette chose est au nœud d'un vrai changement. Et donc, non, je pense que l'Italie, sur ça, elle a été toujours debout, on est encore debout. Vous nous rappelez le fait qu'aujourd'hui, l'Italie est dirigée par une femme de droite, Giorgia Meloni. Elle a été élue il y a 2 ans. Et c'est toujours un objet un peu de curiosité en France, ce gouvernement de Giorgia Meloni, dont on ne sait pas toujours très bien où le classer, comment le ranger.
Mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre en quoi est-ce qu'il change l'Italie. Mario Desiati, de votre côté, quel regard est-ce que vous jetez à la fois sur l'action de ce gouvernement et sur le soutien que l'Italie peut lui apporter? Io sono molto preoccupato della polarizzazione del dibattito pubblico, della discussione. E più i governi sono a volte figli di questa polarizzazione e quindi vanno verso la maggiore estremizzazione. Che cosa significa polarizzazione di un dibattito? Dove il messaggio è sempre più scarno, è sempre più rapido, perché deve avere subito un effetto. Un problema deve risolversi immediatamente, non c'è spazio alla complessità, perché la complessità ci fa perdere tempo. Noi dobbiamo conoscere subito l'omicida di un delitto e dobbiamo subito capire cosa succede nella vita di quell'omicida, proprio l'altro crime. Questo succede anche nella politica, dove ovviamente i politici usano queste tecniche di convincimento, più il linguaggio è semplice e più la gente lo capisce. Quando si polarizza troppo, quando si scarnifica troppo il linguaggio, a un certo punto si entra, a un certo punto non si parla più, si passa alla violenza, al corpo. E io questo lo vedo, insomma, mi preoccupa molto un discorso a livello globale, no? Nel senso che vedo che la politica a livello globale si sta portando verso questo tipo di discussione nelle società pluraliste dove c'è la democrazia, perché è più facile nella democrazia infiltrare questo tipo di pensiero e quindi di semplificare. A me fa paura questo, di questo tipo di governi. E in questi 2 anni, ma io direi che in Italia questo succede, è un lento cambiamento dalla metà degli anni 90. Ci sono, e purtroppo, come dire, anche colpa anche dei migliori politici italiani che non hanno capito quello che stava succedendo e hanno seguito questa semplificazione. E torno alla domanda di prima sul ruolo degli scrittori. Invece noi dobbiamo avere la responsabilità di restare complessi anche perdendo. Miei colleghi, lo dico visto che si parla del governo, ci sono i miei colleghi scrittori, qui c'è Eri De Luca che è fisicamente andato a un processo di Roberto Saviano, che è in questo momento ha subito, come dire, è dentro un processo con alcune parti del governo italiano per cose che lui ha detto per il suo lavoro di scrittore. E quindi penso che questo sia un po' un grande tema, ma che non porta agli scrittori nulla, perché noi porta soltanto, cioè adesso siamo in una bolla qui, ma fuori siamo visti come l'establishment, solo perché stiamo cercando di invece complessizzare. Oui, je suis très inquiet de la polarisation du débat public aujourd'hui. On sent aujourd'hui une polarisation extrême et les gouvernements qu'on a sont le résultat de cette polarisation. Ils simplifient à l'extrême, ils vont toujours au plus simple. Il y a un problème, on veut une solution tout de suite. De la même manière que quand il y a un crime, on cherche immédiatement le tueur. Les politiques opèrent un peu les mêmes stratégies comme ça de procès immédiat. Et tout ça ne laisse aucune place à la complexité. Et quand il y a trop de polarisation, quand on cherche trop à simplifier les choses, et ben on en vient à la violence physique parce qu'il n'y a plus de place pour la discussion. Et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, même de manière globale, plus au-delà d'Italie, quoi. Je vois dans les sociétés pluralistes où c'est apparemment le plus simple d'infiltrer cette notion de polarisation, que les choses pourraient être plus simples. Et c'est ça qui me fait peur, cette tendance qui date en Italie, je pense, du milieu des années 90, comme ça, où même nos meilleurs politiciens ont échoué à garder la complexité du débat public et à montrer que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on essaie de nous dire, quoi. Et c'est là que je reviens à votre question de tout à l'heure sur le rôle des écrivains. C'est à nous qu'il appartient de remettre de la complexité dans tout ça, même quand on y est perdant.
Je pense par exemple à Eric, elle est physiquement au procès de Roberto Saviano, qui est quand même poursuivi par le gouvernement italien pour simplement avoir dit des choses. Et donc là, je crois qu'il y a un grand thème très important où nous, on a un rôle à jouer. Même si en fait, on est quand même perdant dans l'histoire, parce qu'ici, on est dans une bulle, c'est super. Mais en dehors, on a vu comme l'establishment, juste parce qu'on essaie de remettre un peu la complexité au cœur du débat. Une réaction peut-être, Eri De Luca, Mario Desiati rappelait justement votre engagement auprès de Roberto Saviano, qui a été attaqué par le gouvernement italien. C'est aussi ça, c'est une responsabilité, non pas d'écrivain, mais simplement d'un homme engagé, que de pouvoir s'élever contre les attaques qui sont faites à la culture? Non, c'est un engagement de citoyen. Je ne suis pas un écrivain engagé. Je suis un écrivain qui écrit des histoires qui n'ont rien à voir avec l'engagement, des histoires de la vie. Mais comme citoyen, je prends des engagements. Je prends des engagements malgré moi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'effeuiller les journaux et dire de quoi m'en mêle aujourd'hui. Non, il y a des questions qui me sautent sur le dos, non? Et me forcent à suivre leur parcours. Je me prends pour le cheval de Quichotte. Il y a toujours quelques bonnes causes qui me montent sur le dos et qui me poussent à aller vers quelque hasard, non? C'est comme ça. Il faut vous appeler Rocinante. Donc, mais je pense que l'écrivain, c'est comme un cordonnier. Un cordonnier doit d'abord faire les chaussures. Mais s'il veut faire quelque chose en plus pour sa communauté, alors il doit s'engager pour que tout le monde puisse aller marcher avec des bonnes chaussures. Alors notre chaussure, c'est la parole. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'essayer que tout le monde puisse profiter de la liberté d'expression et de parole qui existe dans notre pays. Mais qui sont alors les muets dans notre pays? Sont ceux qui ont la voix, la crient et ne sont pas écoutés. Ou on la crie et leur voix est calomniée. Alors qu'est-ce que peut faire un écrivain? Défendre la parole des muets, pas la parole des collègues écrivains. Oui, les collègues écrivains savent se défendre. Non, ont la propriété de langage qui n'ont pas les autorités. Non. Quand je me trouve dans un procès, je sais que je me débrouille mieux que de l'accusa. Non, c'est évident. Je suis toujours en avantage sur l'accusa. Mais pour ceux qui n'ont pas la voix, alors l'écrivain est un outil qui peut renvoyer plus loin, comme une antenne, le signal qui vient d'une lutte, d'une lutte de légitime défense, comme celle de la Val de Susa, qui essaie de se fait pas empoisonner par l'amiante et la pecblende des montagnes à creuser. Donc ou la lutte des familles de Taranto, qui sont empoisonnées par la Ilva, par la sidérurgie, et par l'insouciance de la dirigeance et la complicité de tous les organismes de l'État dans la malédiction de la perte du droit élémentaire à l'intégrité biologique. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Nous ne faisons pas des chaussures, nous faisons des paroles. Et alors, il nous faut faire en manière que les muets des luttes politiques et sociales d'Italie puissent avoir une écoute. Il y a une phrase dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Non, ça pour moi, c'est le format, le titre de la possibilité de l'engagement civil d'un écrivain. Cristina Comencini, peut-être une question avant de conclure cette rencontre. On a souvent décrit
en France, c'est l'Italie comme une sorte de canari dans la mine. Vous voyez, c'est cette idée que c'est un pays dans lequel il arrive des choses qui ensuite arrivent en France, comme si c'était une forme de pays expérimental dans lequel ensuite on allait avoir certains événements. Berlusconi est arrivé en Italie avant qu'on ait sa réplique en France. Même le Covid. Parce que je me rappelle que les Français disaient « mais le Covid, non, on l'a pas », comme s'il pouvait être arrêté par les Alpes. Alors, sur quelle pente se trouve l'Italie pour essayer de comprendre si nous-mêmes, en France, nous pourrions être sur la même pente? Est-ce qu'il y a, en gros, une pente populiste sur laquelle serait une sorte de toboggan dans laquelle dévalerait toute l'Europe? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des facteurs d'espoir, des facteurs de réjouissance, y compris en Italie, qui nous permettraient d'être quelque chose sur lequel se raccrocher, se dire que dans l'avenir, on n'est pas forcément sombre? Moi, je pense un peu ce que j'ai dit avant, un peu en blaguant, mais pas tellement, que la France et l'Italie sont des pays différents, même au niveau parlementaire, institutionnel. Mais la tendance, ça se ressemble un peu. Donc, je pense qu'en ligne générale, d'un côté qu'il faut être debout, comme d'hier les écrivains. De toute façon, le problème, pour blaguer un peu, la droite n'a pas d'intellectuels. Donc le problème, c'est qu'ils cherchent désespérément à avoir un écrivain avec eux. Et vous avez vu le ministre San Giuliano, n'en parlons pas, mais c'est de la culture italienne. Voilà. Donc ça, c'est une autre force un peu. C'est-à-dire que même si ça devait arriver, non, ça n'arrivera jamais, mais même les écrivains et les intellectuels en général, les cinéastes, même dans la tradition de mon père, toujours, ils ont été de gauche, plus ou moins de gauche. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il y a les choses ne doivent pas être simplifiées. Et or, c'est vrai, ça c'est vrai, parce que soit en Italie qu'en France, il y a une extrême simplification des problèmes. Et donc, ça ne conduit pas à ce qu'on veut, nous. C'est-à-dire un monde qui est complexe doit avoir la capacité, doit avoir des gens qui ont la capacité de le comprendre pour le gouverner. Et ça, c'est très, très, très difficile. Je pense que c'est une chose qui nous unit malheureusement. Mais la chose que je veux dire, je la répète, on en parle tout le temps avec François, c'est que moi, je pense qu'il faut regarder dans notre terrain. Évidemment, la droite est là. Chez nous et au gouvernement. Chez vous, elle avance. Je crois que la force qu'on n'a pas eue, nous, et que j'indique aux Français qui encore ne l'ont pas au gouvernement, c'est de se regarder son propre terrain. Qu'est-ce qu'est la gauche? Qu'est-ce qu'elle propose? Où est le programme? Est-ce qu'on se fait comprendre des gens? Et est-ce qu'on peut se poser la question pour laquelle les ouvriers et le peuple votent à droite? Comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est le début, pour moi, de quelque chose qui est une possibilité que la France ne suive pas l'Italie. Et donc, comme moi, je vis la moitié du temps en France, en Italie, je vois les deux choses. Et je pense que j'indiquerais ça comme route. Vraiment, plutôt que de parler de l'ennemi, de parler de nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on veut, et surtout de faire comprendre. Parce qu'il a raison, tout est simplifié, les gens sont hors de nos mots, parce qu'elle dit, nous, on a nos mots, mais les mots doivent être, dans la politique, compréhensibles pour les gens. Ils doivent être entendus. Les gens doivent pouvoir les suivre. Voilà, moi, je pense que c'est ça, et vraiment, j'espère que ce qui est arrivé en Italie, ce n'est pas fatal pour la vie, on essaye quand même d'y travailler, n'arrivera pas ici. Voilà, ça c'est mes vœux. Merci infiniment. Merci à vous, Cristina Comencini. Je rappelle votre ouvrage Hors champ, c'est publié chez Stock. Merci à Eri De Luca, Les règles du Mikado chez Gallimard. Merci à Mario Desiati, Les irrésolus chez Grasset. Merci à Anatole Ponce pour l'interprétariat. Et vous pouvez retrouver ces trois écrivains dès la sortie. Ils vont pouvoir dédicacer au Salon du Livre. Donc vous pouvez aussi retrouver tous leurs ouvrages. Merci à vous et bonne fin de festival.